En manchette aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation a rencontré les agriculteurs de la région. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 26 février 2025. Le ministère des Agricultures, Pêcherie et Alimentation, le MAPAC, a rencontré aujourd'hui les agriculteurs de la région de Lanaudière. L'objectif était de permettre d'exprimer les préoccupations des agriculteurs concernés à la suite des travaux du pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre et de discuter des solutions possibles pour une agriculture durable dans le littoral. On parle de près de 50% des hectares qui longent le lac Saint-Pierre, qui est dans la région de Lanaudière. Nous avons rencontré Mme Marie-Hélène April, qui est agronome et responsable justement des projets en termes d'agriculture durable, nous parler un peu un résumé de cet avant-midi. Je suis en compagnie de Mme Marie-Hélène April, c'est bien ça, et vous êtes agronome et la directrice du département, on pourrait dire, des pratiques durables en agriculture. Si je résume un petit peu votre titre. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Ce matin, ici, à Berthierville, vous avez fait une rencontre régionale avec les agriculteurs du coin, principalement ceux qui sont sur le littoral, on pourrait dire, du lac Saint-Pierre. Et c'était quoi le but, justement, de cette rencontre ce matin? En fait, l'an passé, en juin dernier, les travaux des chercheurs des universités de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université Laval et aussi McGill ont déposé leurs travaux qui s'est échelonné sur 6 ans concernant les pratiques d'agriculture durable pour favoriser une cohabitation justement durable dans le secteur, pour avoir une agriculture durable. Suivant ces travaux-là, il y avait diverses recommandations qui ont découlé des travaux du pôle. Donc, le gouvernement, donc le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement sont engagés à consulter les principales parties prenantes. Donc, dans cette démarche-là, bien s'inscrire le départ de ces consultations-là. On commence avec les producteurs agricoles. Donc, le MAPAC consulte les producteurs qui cultivent dans les littoraux. On comprend que dans l'ensemble des 4 régions ciblées, c'est environ 4 500 hectares qui sont cultivés, 210 entreprises agricoles. Pour la région de Lanaudière, on est à peu près à 1700 hectares en zone littorale, environ 70 entreprises. Aujourd'hui, on a eu une très belle collaboration des producteurs qui sont impliqués depuis déjà longtemps pour une agriculture dans les littoraux. Parce qu'ils sont conscients, c'est ça. Ils sont conscients de la problématique. Parce que quand on parle du littoral, maintenant, il y a des zones. Je crois qu'il faut que ça soit laissé en friche pour être capable de conserver les terres, qu'il n'y ait pas d'érosion. C'est plein de problématiques qu'on vit présentement avec le lac Saint-Pierre. Oui, puis en fait, les producteurs sont en mode solution. Ils ont participé aux travaux du pôle d'expertise. Là, on voulait justement les entendre sur les préoccupations parce que c'est certain que l'agriculture durable en zone littorale peut avoir des impacts économiques aussi pour leur entreprise. Donc, on voulait entendre leurs préoccupations, puis aussi des pistes de solutions possibles pour bâtir un panier de solutions pour pouvoir favoriser une agriculture durable et poursuivre l'activité de l'agriculture dans les zones littorales. Parce que c'est quelque chose qu'il faut penser aujourd'hui. Il faut penser pour le futur, mais le futur est proche. Là, oui, effectivement. Mais on en parle quand même depuis longtemps. On ne parle pas d'une feuille blanche. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est la première de 3 rencontres qui sont prévues. Donc, on va aussi rencontrer les agriculteurs de la région du centre du Québec et de la Montérégie, puis aussi les agriculteurs de la Mauricie qui cultivent en zone littorale. Okay. Est-ce que ça va devenir des solutions communes ou vous pensez que vous allez être capable d'appliquer des solutions par région? Là, pour l'instant, on est en consultation. On consulte chacune des régions pour voir les problématiques spécifiques à chacune des régions et des solutions possibles, s'il y a des solutions qui diffèrent d'une région à l'autre. Mais on veut bien répondre aux entreprises agricoles, à leurs préoccupations, pour avoir des solutions gagnantes qui vont être mises en application. Donc, vous emmenez ici pour supporter vos agriculteurs, pas pour... les entendre. Les entendre. Donc, il faut les supporter parce que c'est important. On les entend pour éventuellement, exactement, pouvoir mieux les supporter pour pouvoir poursuivre leurs activités. Suite à cette consultation, il va y avoir un rapport qui va être donné, il va y avoir des recommandations qui vont être faites. Suite à cette consultation-là, les 3 consultations qu'on est en train de mettre en place, suivant cette consultation-là, on voulait vraiment commencer avec les producteurs agricoles. Ensuite, plus tard, au printemps, on va consulter l'ensemble des autres intervenants parce qu'il y a d'autres intervenants aussi qui sont dans le lac Saint-Pierre, il y a le secteur de la pêche, il y a d'autres acteurs concernés. Fait qu'on va avoir plus, je dirais, une grande consultation où on va encore de nouveau inviter les producteurs à venir pour qu'on puisse vraiment entendre tout le monde. Puis,
Suivant ça, ben nous, on est en train de bâtir notre panier de solutions pour éventuellement avec des solutions. Bien, c'est ça, là, c'est ça. Parce que c'est ça, ici, quand on parle du coin, on est au courant un petit peu avec les ZIP et avec toutes les inondations qui sont là pour aider à frayer pour la perche chaude. Il y a plein de défis là, pour le lac Saint-Pierre. Oui, mais ce n'est pas des nouveaux défis, donc on ne part pas d'une feuille blanche. Non, mais je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Puis on va vous suivre. Sûrement que je vais avoir encore des petits avoir des informations provenant des gens au niveau de ces consultations-là, qu'on va suivre ces consultations importantes. Je prends la peine de remercier les producteurs. Il était quand même aujourd'hui, je dirais, environ une cinquantaine. La moitié des entreprises concernées étaient présentes facilement. Ça fait qu'ils ont apporté des belles solutions, une belle collaboration. Ça fait que c'était vraiment intéressant. C'est ça. Donc, c'était vraiment des beaux échanges. Là. Oui. Je pense que ça va être important que ça continue, cette collaboration-là. Merci. Merci, Mme Aplul. Merci. Merci. Donc, vraiment un sujet très intéressant qui va continuer d'évoluer au cours des prochaines semaines. Il ne reste que quelques jours pour le défi 28 jours sans alcool. J'espère que votre mois de février se passe bien et nous sommes déjà à moins de 48 heures de la fin du défi. Vous avez été près de 5 000 participants au Québec. À date, il y a un montant de 507 000 qui a été récolté pour soutenir la cause. Il est encore le temps d'encourager les gens à donner. Vous pouvez donner toujours sur le site web 28 jours défi sans alcool. Et c'est important de rappeler que ce défi, c'est plus qu'un mouvement de sensibilisation. C'est aussi un soutien à votre prochain, puisque les fonds récoltés permettent à la Maison Jean-Lapointe d'offrir des services adaptés, un accompagnement ciblé pour toute personne qui en ont besoin et de la prévention, justement traiter de la prévention des dépendances. Une nouvelle maintenant du programme de technologie en production horticole agro-environnementale du Cégep de Joliette qui vous invite à la population à plonger dans la nature en assistant à un tout premier rendez-vous horticole incontournable pour les passionnés d'horticulture amateurs et professionnels. Cet événement unique se tiendra le 15 mars prochain de 10h à 16h au sol de la cathédrale sur la rue Saint-Charles-Borromée à Joliette. Plus de 20 exposants spécialisés dans le domaine de l'horticulture seront sur place. Les visiteurs ont aussi l'opportunité de rencontrer des professionnels du domaine, de découvrir les plantes rares et d'obtenir des conseils d'experts. Conférenciers de renom, on parle de Yvan Perrault et Anaïs Erler-Boris, partageront leurs connaissances et leur passion pour la nature. De plus, des ateliers pratiques seront proposés pour découvrir différentes techniques horticoles essentielles comme la multiplication des végétaux. Les visiteurs pourront également profiter de l'occasion pour visiter et d'avoir une visite guidée exclusive des serres et des installations du programme du Cégep de Joliette. Une occasion rare de découvrir les coulisses de cette institution qui forme les experts de demain. L'événement est gratuit pour tous et pour tous, petits et grands férus d'horticulture et de nature. Avant de passer à la pause, on parle d'un dernier sujet. Donc, espoir, dignité, humanité, qualité, c'est le lancement de la première politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. La ministre responsable des aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, a annoncé aujourd'hui le lancement de la première politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. Le Québec se distingue depuis plus de 15 ans par sa proactivité dans ce domaine. Alors que la population vieillit rapidement et que le nombre de personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurologiques ira en augmentant, il s'avère nécessaire d'agir. Selon une étude canadienne, la prévalence de la maladie est d'environ 8 % chez les personnes de 65 ans et plus et s'élève à environ 33 % chez les personnes de 80 ans et plus. Afin de relever les défis d'aujourd'hui et de demain, cette politique ambitieuse s'articule autour de 5 grands axes. Diminuer le nombre de cas de maladies et de troubles neurocognitifs grâce à la promotion de la santé cognitive et à la prévention, vivre dignement les premiers symptômes jusqu'à la fin de la vie, assurer un accès équitable et adapté à la diversité et aux besoins de la population, améliorer la qualité des soins et des services en rehaussant la continuité, les compétences et l'accompagnement, favoriser la recherche et accueillir les innovations transformationnelles pour améliorer la promotion de la santé cognitive et des services.
La politique se traduira par des actions concrètes, structurantes et diversifiées pour assurer un accompagnement humain et qualifié. Celles-ci se réaliseront en étroite collaboration avec les acteurs clés. Un plan d'action détaillé précisera les mesures à mettre en œuvre et les échéanciers qui en assureront la réalisation effective. On vous fait part d'une citation de Mme Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer. Cette politique représente une avancée majeure, mentionne-t-elle. Elle permettra de changer le regard que l'on pose sur les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Elle s'attaque directement aux stigmates et aux préjugés qui persistent et vise à créer un environnement où chaque individu touché par la maladie se sent inclus, respecté et accompagné. En plaçant la personne vivant avec la maladie et la santé cognitive au cœur de son action, la politique devient un pilier essentiel pour améliorer la qualité des vies des personnes concernées. Nous sommes à un moment charnière, porteur d'espoir pour tous ceux et celles qui cheminent avec la maladie, pour leurs familles et pour ceux ou celles qui recevront un diagnostic de maladie. On parle d'environ 150 000 Québécois qui vivent aujourd'hui avec la maladie et on parle que possiblement en 2040, les projections parlent de 207 000 personnes qui pourraient vivre avec cette maladie. Maintenant, passons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, la FADOC de l'île du Pont désire souhaiter bon anniversaire à Dany Laforêt et Sophie Robert et le CABA à Paulina Ayotte en ce 26 février. On espère que vous allez passer des belles journées. Si c'est votre anniversaire, profitez-en pour fêter avec votre famille et vos amis. Une poursuite. On poursuit les nouvelles et on parle justement de poursuite et 4 arrestations pour un vol de véhicule à Québec. Ce matin, vers 7 h du matin, un Jeep Wrangler volé a été repéré sur l'autoroute 40 ouest à la hauteur de Yamachiche. L'information a été transmise aux policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Masquinongé. En cours de suivi, il a été confirmé que le Jeep avait été volé à Québec la nuit même et que les complices prenaient place à bord d'un VUS Audi Q3 blanc. Ceux-ci refusaient de s'immobiliser. Le tapis à clous a été utilisé pour immobiliser le véhicule volé et les complices ont été interceptés à partir du petit VUS. Le tout a pris fin au kilomètre 146 de l'autoroute 40 à Berthierville. 4 suspects ont été placés en état d'arrestation. Il s'agissait d'un jeune homme de 19 ans de Saint-Alexis-des-Monts, un homme de 24 ans de Saint-Alphonse de Rodriguez et 2 personnes mineures de 16 ans et 17 ans de la région de Joliette. Les 2 suspects ont resté détenus pour comparaître au palais de justice aujourd'hui. Ils pourraient faire face à diverses accusations en lien avec cet événement. Vol de véhicules, fuite, recel, possession d'outils de cambriolage, entre autres. Les policiers de la Sûreté du Québec de Masquinongé et d'Autrey ont été impliqués dans cette intervention. Le VUS Audi Q3, le complice, a été saisi dans le but de confisquer de façon permanente
a été confisqué de façon permanente à son propriétaire, soit avec un suspect arrêté. Nous sommes toujours présentement à l'attente de la rencontre avec les suspects. On vous change un petit peu de sujet maintenant. Et il y avait 2 expositions, dont c'était le vernissage au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. Et cette fois-ci, on a rencontré Madame Pauline Loctin, qui est artiste, qui fait aussi du papier. Vous allez voir, c'est très intéressant. Nouvellement canadienne d'origine française, elle nous parle de son œuvre et de sa passion justement pour le papier. Oui, la couleur a toujours été très présente dans mon travail. Pour cette exposition-là, pour la première fois, j'ai une salle toute en noir, mais la couleur est quand même présente. Moi, je dis que je fais de la sculpture en papier. Donc, je travaille différents types de techniques, en passant du pliage au pli courbé, comme ici, donc vraiment de la sculpture. Et aussi maintenant le plissage. Il y a beaucoup de tissus plissés dans l'exposition. Le papier, c'est hyper versatile. On peut faire tellement de choses avec. Je pense que même si souvent on pense que c'est un matériel un peu pauvre, justement à cause du fait que le papier on en trouve partout, ça c'est un peu banalisé. Mais en fait, on peut faire tellement de choses avec que moi je m'amuse juste à trouver les limites de ce matériel-là et j'en trouve jamais des limites, alors je continue. Oui, puis le papier est fait quand même à la main, donc il y a comme tout un savoir-faire aussi au niveau du papier qui est intéressant. Non, je travaille avec une compagnie, mais moi, je suis obligée de travailler avec des papiers qui sont faits en machine parce que je fais beaucoup d'origami aussi. Donc, toutes les techniques de pliage demandent quand même des papiers spécifiques. Mais non, ça reste des très beaux papiers par contre. En général, j'ai un coup de cœur pour une couleur et j'y vais vraiment à l'instinct si la couleur m'appelle et je sais que j'ai envie de créer dedans. Donc ça, ces œuvres-là, elles sont avec une couleur, mais j'ai aussi d'autres œuvres aussi qui sont vraiment peintes à la main. Et puis là, c'est un éclatement de couleurs. Mais souvent, c'est une couleur qui m'appelle et qui va me faire aller travailler dans cette couleur. Oui, de la teinture. Alors non, là, les œuvres sont vraiment peintes comme, j'allais dire comme des tableaux, mais oui, parce qu'en fait, j'utilise de l'acrylique, principalement de l'acrylique et de l'encre acrylique pour plusieurs roues ici. Ensuite, dans la partie en noir, par contre, j'ai travaillé complètement avec papier noir, mais de différentes textures. Il y a des papiers mat et des papiers miroirs aussi. Donc, il y a beaucoup, c'est très texturisé comme travail. C'est des longs processus, je pense. J'ai une mémoire quand même visuelle qui est assez intense. Alors souvent, c'est des ressentis que j'essaye de représenter. Mon travail est très abstrait, mais j'essaye vraiment de représenter ce que je ressens en fait. Donc, moi, ça va passer vraiment par les courbes, c'est très architectural aussi ce que je fais, donc tout est en 3D. Donc j'essaye de ressortir ces sentiments-là, genre dans le 3D, on va dire. Là, en ce moment, j'ai fait un travail mémoriel en fait sur ma famille, et en fait, c'est un travail sur la mémoire des sens. Souvent, on ne nous parle pas souvent de toutes nos histoires de famille, mais souvent on le sait par les sens. On va sentir une odeur, on va se rappeler de quelque chose, on va écouter quelque chose, on va voir quelque chose, ça va nous rappeler quelque chose. Et donc cette exposition, c'est vraiment la mémoire des sens. Donc c'est vraiment une expérience sensorielle. Il y a un parfum d'exposition. On a aussi une bande son en fait avec des sons en fait que j'ai ramenés d'un voyage. Ma famille vient d'Algérie, alors j'ai ramené dans mon dernier voyage, premier voyage en fait en Algérie, j'ai ramené énormément de choses de là-bas, dont des sons, et j'essaie de représenter ça dans cette exposition. Ouais, c'est très interrelié aussi parce que ce que je fais, c'est interrelié beaucoup à la géométrie sacrée. Donc les roues et les ronds, en fait, ça m'inspire énormément. Et en fait, j'aime cette forme. En fait, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire avec cette forme, mais ça va continuer. Alors, le mois prochain, je m'en vais au Maroc pendant un mois et demi pour une résidence d'artiste, justement aussi pour en apprendre plus sur la géométrie sacrée, parce que c'est sûr qu'en Afrique du Nord, la géométrie est partout, dans les carrelages, dans les mosquées, partout. Donc, je m'en vais étudier les motifs de géométrie sacrée à Marrakech. Oui, moi je voulais comprendre plus. En fait, je travaillais avec des grilles de pliage qui sont inspirées de ça et je voulais mieux comprendre la géométrie qu'il y avait en arrière de tous ces motifs. Et je suis vraiment contente de pouvoir enfin aller en apprendre plus. Oui, et tissu aussi, tissu. Mais après, moi je suis toujours ouverte, fait qu'on ne sait pas. On se reparle dans 2 ans, peut-être que ce sera... Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette entrevue. On vous rappelle que cette exposition est à la maison, le Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny.
En terminant, bien, l'arrivée du printemps est bon signe. On pense que le printemps s'en vient bien et que les opérations de déglaçage printanier de la garde côtière canadienne commenceront ce vendredi sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec. Donc, signe que le printemps s'en vient. Tout l'équipement et le matériel qui se trouve actuellement sur la glace doivent être rapportés à terre dès que possible. Les dates de déglaçage peuvent être modifiées sans préavis et peuvent débuter plus tôt en saison du risque accru de décrochage de la banquise côtière causée par le redout. Le déglaçage se poursuivra ensuite sur plusieurs cours d'eau. On parle de rivières, d'embouchures de rivières au Québec. Les opérations annuelles sur le Saint-Laurent sont effectuées près du lac Saint-Pierre, sont conçues pour briser en petites plaques la banquise côtière qui flotte au-dessus des cours d'eau, évitant ainsi que des blocs de glace de forte taille dérivent et bloquent le canal de navigation. Les opérations de déglaçage sont menées sur les rivières plus petites, aident à dégager la glace à l'entrée des cours d'eau et prévenir aussi des embâcles et des inondations subséquentes pouvant se produire lors du dégel printanier. Ce type de déglaçage est effectué par des véhicules à coussin d'air de la garde côtière, appelés aussi aéroglisseurs. Le NGCC Mamilosa ou le NGCC Sipumoy, ces personnes se trouvent dans la zone. Les personnes qui se trouvent dans la zone peuvent entendre des bruits fort similaires à ceux d'un aéronef et proviennent des moteurs de l'aéroglisseur. La garde côtière demande au public de bien prendre connaissance des avis suivants liés. Il est toujours dangereux de se trouver sur la glace lorsque les brise-glaces, les aéroglisseurs ou autres navires sont dans la zone. Des mouvements de glace peuvent se produire et mettre en danger toute personne se trouvant dans la zone opérationnelle, même longtemps après le débord des glaces. Donc, c'est vraiment faire attention, mais si vous entendez un bruit assourdissant, c'est les brise-glaces de la garde côtière. Sur ce, allons à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 16 février, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Élise Boisvert, épouse de Paul Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sylvie Lefebvre, Normand Labelle, José Lefebvre, Jocelyn Villot, ses petits-enfants, Sébastien, Maude, Joannie Guillaume, Ève, Sophie, Mélanie et Benjamin, ses arrière-petits-enfants, Emma, Alexis, Antoine et Charlotte, ses beaux-frères et belles-sœurs, André Desmarais, Feu Jacques Boisvert, Guy Lefebvre, Doris Leclerc, Jacques Lefebvre, Janine Vallière, Jean Lefebvre, Laurent Lefebvre, Ghislaine Côté, ses oncles et ses tantes, sœur Aline Boisvert, Gilberte Côté, Gaspard Boisvert, Rémi Boisvert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier personnellement le personnel, justement, du deuxième étage pour ses bons soins prodigués à Mme Boisvert. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19h à 21h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Et le samedi 1er mars, dès midi, suivra une liturgie à la chapelle à compter de 14h30. À Joliette, le 24 février, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Mireille Rousseau, épouse de feu Michel Terrien, demeurant à Berthierville.
Elle laisse dans le deuil sa fille, Marie-Ève, et son conjoint Benoît Mirandette, sa sœur et son frère Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cotsette, Monique Rousseau, Jean Tessier, André Rousseau, feu Richard Frappier, François Rousseau, Liette Cournoyer, Marie Rousseau, sa belle-sœur Nicole Terrien, Roger Doucette, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Notre famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Berthierville et le personnel du CHSLD de Parfila-Ferland pour leur soutien. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société d'Alzheimer de la Naudière. La famille vous accueillera le samedi 8 mars dès midi au complexe Efterio de Berthierville. Une cérémonie aura lieu le jour même à compter de 15 h à la chapelle du complexe. Au centre d'hébergement des Deux-Rives, le 12 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Mathieu, époux de Micheline Coutu, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Monique Mathieu, Claude Tellier, Manon Mathieu, Serge Martel, Pierre Mathieu, Rita Boucher, ses petits-enfants, Annick Martel, Christopher Lambert, Joanie Martel, Joël Descoteaux, Mathieu Martel, Lydia Plamondon, Mathilda Martel, Mathieu Adam, Hugo Martel, Catherine Soucy, Olivier Mathieu, ses arrière-petits-enfants, Ariel, Arthur, Rose, Malik, Louane, Oscar et Ophélie, ses frères et ses sœurs, Gabrielle Mathieu, Louise Mercier, Nicole Mathieu, Pierrette Mathieu, Carmel Mondor, Madeleine Mado-Mathieu, Alain Desrosiers, Gisèle Mathieu, Fernand Desjardins, Lise Mathieu, Feu Élisée Mathieu, Feu Cécile Mathieu, Jean-Paul Dulon, ses beaux-frères et belles-sœurs Serge Gladu, Françoise Saint-Martin, Sylvie Gladu, Daniel Sicard, Joanne Gladu, Louise Gladu, Michel Chrétien, Feu Michel Gladu, Diane Durand, Feu Lynne Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 15 mars dès midi au complexe funéraire Efterio de Berthierville où un hommage aura lieu à la chapelle le jour même à compter de 14h30. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 2, un temps ressenti de 0, environ 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera du grésil, une température de -1, un temps ressenti de -4. Mercredi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 0, un temps ressenti de -3. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 1. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -9. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -8, un temps ressenti de -11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, merci beaucoup Alexandre pour la météo. On vous remercie d'avoir assisté à notre bulletin de nouvelles quotidien. Nous serons de retour demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.